Quel est le coût réel des ordres de confinement ? En Chine, certains se demandent si les protocoles stricts mis en place par le pays contribuent réellement à protéger les gens ou si, au contraire, ils leur nuisent. Une nouvelle controverse fait surface autour du laboratoire de virologie de Wuhan. Des documents montrent qu'une agence de santé américaine a supprimé les détails du séquençage génétique du virus à la demande du laboratoire. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine s'accroche toujours à sa politique stricte surnommée Zéro Covid-19. En effet, de nombreux pays ont déjà abandonné l'approche du confinement strict et choisissent de vivre avec le virus. Les plaintes se font de plus en plus fortes à Shanghai alors que les ordres de confinement persistent. Certains habitants se demandent si les règles contribuent à protéger les gens ou si au contraire, elles leur nuisent. La phase 1 du confinement complet de Shanghai a débuté cette semaine en raison de l'augmentation des infections liées au Covid-19. Mais la ville était déjà sous confinement partiel depuis quelques jours. Pendant cette période, plusieurs suicides ont été signalés. Certains habitants disent qu'on leur a refusé des soins médicaux en temps voulu et qu'ils sont dans un état critique. L'édition en langue chinoise de The Epoch Times a interrogé certains d'entre eux. Le père de Dong Yiqing est un patient urémique, ce qui signifie qu'il souffre d'un grave dysfonctionnement rénal. Il a besoin d'un traitement par dialyse 3 fois par semaine. Mais dernièrement, il a eu du mal à obtenir des rendez-vous chez le médecin après qu'un membre de sa communauté a été testé positif au virus. Il n'a pas reçu son dernier traitement depuis plusieurs jours et il est toujours en train d'attendre. Because of the epidemic control in Shanghai, many hospitals are not accepting patients. My father has not had dialysis for many days. Now his feet have begun to swell. His blood potassium level is getting high. His heart also has some conditions that are life-threatening. Dong a expliqué que les responsables de la santé et les hôpitaux ont nié toute responsabilité. Il a donc été obligé de chercher de l'aide en ligne. C'est alors qu'il a découvert qu'un certain nombre d'autres patients sont coincés dans des situations similaires. Some people haven't had dialysis for a week. That's even worse. That's not a problem for one person, but for a community. Just in the Pudong district, there are probably hundreds or thousands of people like that. It's very dangerous. Dans une autre communauté de Shanghai, une tragédie plus fatale s'est déroulée. Un homme a sauté d'un immeuble. Selon les rapports, l'homme âgé était atteint d'un cancer et souffrait beaucoup. Mais les dirigeants de la communauté ont refusé de le laisser sortir de chez lui pour aller chercher ses médicaments. The Epoch Times a réussi à interviewer une voisine de l'homme en question lundi. The man in our community who jumped off the building was over 70, in his 70s or 80s. He has a wife and a daughter, that poor man. I heard the man's feet broke apart when he hit the ground. The Epoch Times a contacté la communauté pour un commentaire mais n'a pas obtenu de réponse. Un nouveau rapport apporte plus de lumière sur les origines possibles de la pandémie. Selon des documents obtenus par un organisme de surveillance à but non lucratif, les NIH ont supprimé des informations génétiques sur le virus du laboratoire de Wuhan. L'agence de recherche médicale américaine aurait effectué ce changement à la demande du laboratoire chinois. L'installation de Wuhan est au centre de la controverse sur l'origine de la pandémie depuis plus de 2 ans et certains soupçonnent le virus d'être sorti du laboratoire. Cette sentinelle est le groupe de recherche Empower Oversight ou EO. Le groupe a obtenu les documents par le biais d'une demande liée à la loi sur la liberté d'information et d'une action en justice. Le groupe a obtenu plus de 230 pages de documents datant de 2020. Il s'agit notamment d'emails, de mémos et d'autres correspondances entre le laboratoire et plusieurs responsables de NIH. 2 responsables de premier plan sont mentionnés dans les documents, un ancien directeur de NIH, le Dr Francis Collins, et le Dr Anthony Fauci. Ce dernier aurait activement participé aux discussions et aux prises de décision décrites dans ces documents. Empower Oversight a publié une déclaration mardi. Elle se lit comme suit. Le 5 juin 2020, un chercheur de l'université de Wuhan a demandé à ce que les NIH rétractent la soumission du chercheur d'un bioprojet en raison d'une erreur. Le chercheur de Wuhan a expliqué, je cite, « Je suis désolé pour mon erreur de dépôt ». 3 jours plus tard, le NIH a rejeté la demande du chercheur et l'agence a fait savoir qu'elle préférait modifier ou remplacer des séquences plutôt que de les supprimer. Mais 8 jours plus tard, les responsables du NIH sont allés de l'avant et ont supprimé les données de séquençage génétique, tout comme le chercheur de Wuhan l'avait demandé. Le chercheur voulait soumettre une version actualisée et retirer l'ancienne. Puis le NIH a conclu la discussion en disant qu'il avait tout retiré. Les documents indiquent également que Collins et Fauci ont organisé une réunion Zoom le dimanche après-midi. C'était après qu'un autre chercheur, Jess Bloom, a alerté le NIH au sujet des séquences supprimées. Les documents montrent également ce qui suit.
Je cite, « Le professeur Trevor Bedford du Centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson a ensuite envoyé au groupe un courriel indiquant que les données supprimées semblaient soutenir l'idée que la pandémie avait commencé en dehors du marché Huanan de Wuhan et que la question devait être analysée correctement. » Et si le virus provenait effectivement de l'extérieur de ce marché, cela remettrait en cause l'affirmation officielle du régime chinois et renforcerait les affirmations des experts américains et étrangers selon lesquels la pandémie a probablement débuté dans le laboratoire de Wuhan. Un prisonnier de conscience dans un centre de détention à Shanghai a été paralysé à la suite de tortures. Les autorités l'ont arrêté, lui et sa fiancée, parce qu'ils ont refusé d'aller contre leur foi dans le Falun Gong. Les membres de leur famille et leurs amis aux États-Unis lancent un appel pour leur libération. He Bingong, pratiquant chinois de Falun Gong, a été paralysé dans un centre de détention de Shanghai. C'est ce qu'affirme son avocat qui n'a pas pu lui parler au téléphone avant le début du mois. Les autorités ont coupé le contact de He avec le monde extérieur pendant plus de 4 mois. Teng Hong, qui vit à New York, est une amie de la famille de He. Elle dit qu'il est dans un état critique. He is paralyzed. He can only lie down, and he cannot walk due to problems in the spine. He also deals with headaches, dizziness, urinary incontinence, and cannot fall asleep at night. Sa fiancée, Zhang Yibo, est détenue dans le même centre de détention. Les autorités les ont emmenés tous les deux en octobre dernier. Leur avocat n'a été autorisé à leur parler par téléphone que le 10 mars. A delivery person came to his door. As soon as he opened the door, the police rushed in, took him away, along with his computer and cell phone. La fiancée de He est également pratiquante de Falun Gong. Les autorités l'ont emmenée depuis son domicile à peu près au même moment. The police pried open John's door and took her away with her tablet, cell phone, and electronic devices. Le Falun Gong est une pratique spirituelle ancrée dans la tradition chinoise. Elle comporte des exercices méditatifs et est guidée par les principes de vérité, compassion et tolérance. Il y a 20 ans, le PCC a lancé une campagne contre cette pratique. Depuis, des millions de pratiquants ont été détenus, torturés et même tués en Chine. Au cours des 20 dernières années, He a été expulsé de son université pour avoir refusé d'aller contre sa foi. Il a également été détenu à plusieurs reprises par la suite. Ce n'est pas la première fois qu'il subit des tortures physiques en détention. En 2010, il a été à moitié paralysé à la suite de tortures subies dans le même centre de détention. En 2009, Zhang a été condamnée à 1 an et demi de prison pour avoir refusé de faire du tort à sa foi. Elle était responsable pour une entreprise étrangère. Son frère a lancé un appel aux autorités chinoises leur demandant de libérer Zhang et son fiancé He. She does no harm to society. She is a law-abiding person. Just because she practices a Buddhist meditation, she was imprisoned and even sentenced. And now, 13 years later, they have arrested my sister once again. Le frère de Zhang dit que les autorités ont accusé Zhang et He de porter atteinte à la sécurité nationale. Le frère affirme que ce que font les autorités est contraire à la loi. Enfin, nous aimerions prendre un moment pour faire le point sur une autre situation demandée par certains de nos téléspectateurs. Ils ont demandé à connaître la situation actuelle dans la région autonome de Mongolie intérieure en Chine, également connue sous le nom de Mongolie du Sud. En 2020, Human Rights Watch a fait état de protestations généralisées dans la région autonome de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Dans cette région, les Mongols de souche ont boycotté les écoles en raison de la volonté de Pékin d'éduquer les élèves en chinois mandarin à la place de leur langue ethnique. Des protestations de ce genre sont rares car elles s'opposent à la volonté d'assimilation ethnique du Parti communiste au pouvoir. Mais comment la situation a-t-elle évolué 2 ans plus tard? Au début du mois, le dirigeant communiste chinois Xi Jinping a déclaré à une délégation de Mongolie intérieure qu'il s'en tenait aux politiques d'assimilation. Il a insisté sur une approche de tolérance zéro pour tout ce qui pourrait, je cite, déstabiliser la Chine. Et en Mongolie intérieure, de nombreux manifestants ont déjà cédé à la pression après 2 années de tactiques visant à les faire plier. Pour les étudiants mongols, les alternatives s'épuisent. S'ils poursuivent leur éducation dans leur langue maternelle, cela entravera leur parcours vers l'enseignement supérieur et l'emploi en Chine. Des programmes similaires ont également été mis en place au Tibet et au Xinjiang, où vivent les groupes ethniques tibétains et ouïghours. Là-bas, le chinois mandarin a remplacé les langues des minorités ethniques comme langue d'enseignement primaire dans la plupart des écoles. Le Parti communiste chinois au pouvoir a également déployé d'autres politiques, comme la restriction des pratiques religieuses et le découragement au port des tenues ethniques pour favoriser l'assimilation ethnique.
Désormais, dans le cadre de la nouvelle politique linguistique, le chinois mandarin a remplacé le mongol dans 3 matières dans les écoles primaires et secondaires de la région où vivent plus de 4 millions de personnes de l'ethnie mongole. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.